Pour explorer ce sujet, qui mieux que Pierre Vels, qui nous rejoint, pouvait le faire, professeur émérite à l'École des Ponts, ancien président de l'établissement public Paris-Saclay, Grand Prix de l'urbanisme, je vous propose de me rejoindre ici, Grand Prix de l'urbanisme en 2017, auteur de très nombreux ouvrages autour des questions métropolitaines, sous un angle à la fois territorial, économique et tout récemment aussi industriel, avec peut-être un retour en force de l'industrie au cœur de la ville durable et dans les territoires là où on ne l'attendait pas forcément. Bref, vous l'aurez compris, en matière de ville durable, beaucoup de choses sont dites ou ont été dites, mais rien n'est écrit, rien n'est véritablement écrit. Et je vous propose, Pierre, d'en débattre avec vous ce matin, dans un premier temps en vous passant la parole, et puis après en échangeant avec vous dans le cadre de notre table ronde. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à l'équipe de l'ICIT de m'avoir invité. C'est un grand honneur d'ouvrir cette séance de lancement après les exposés très encourageants qu'on vient d'entendre. J'ai toujours une émotion particulière à retrouver cet amphi où j'ai beaucoup sévi. Je voudrais quand même dire que cette émotion est teintée d'un peu je pense que parmi vous, beaucoup ont connu Hervé Mathieu. Vous avez peut-être lu dans la presse que Hervé était décédé ce week-end. Hervé a été mon adjoint à la direction de la recherche et après il a été mon patron puisqu'il a été directeur de la recherche ici. Et c'était un gros fumeur. Voilà, il est mort à 69 ans. Il a joué un rôle très important ici, donc je ne voulais pas commencer sans évoquer. Et sa mémoire, maintenant, il faut dire, ses obsèques ont lieu cet après-midi. C'était un précurseur en ce sens que je me souviens que ça fait assez longtemps, dans les années 80 déjà, après le choc pétrolier, très peu de gens dans le monde des études urbaines s'intéressaient aux questions d'énergie. C'était deux sujets disjoints et Hervé a été un des premiers à travailler sur ce sujet de ville et énergie qui nous paraissait à l'époque, j'ai honte de le dire, relativement exotique. Voilà. Donc je voulais dire ça avant de démarrer. Alors, pour l'exposé que je suis censé vous faire, c'est difficile parce que il y a parmi vous beaucoup de grands spécialistes des sujets que je vais aborder. Donc, j'ai évidemment être un peu dans la caricature et la simplification, et je m'en excuse, mais je me suis dit qu'il y avait peut-être aussi des gens qui connaissaient moins bien ces sujets-là. Et donc, j'ai fait une espèce de mix entre des choses très générales et des choses peut-être un peu plus pointues, en évitant quand même d'être allusif. Le premier point, évidemment, je vais passer très très vite là-dessus. Je pense qu'il faut quand même rappeler un certain nombre de choses très générales sur que j'ai appelé avec d'autres la planète urbaine. L'humanité est engagée aujourd'hui dans une expérimentation à grande échelle qui est totalement inédite dans son histoire. Parce qu'on a connu dans le passé des grandes villes, on a connu des villes même millionnaires comme Rome ou Xi'an. On n'a jamais connu des choses comme Lagos ou Dakar. Voilà. Et donc c'est une expérimentation, je dirais, économique, écologique, sociale et politique à très grande échelle qui va, à mon avis, mais c'est une banale idée, beaucoup de gens le disent, dominer véritablement le siècle qui vient. Bon, je vais passer très très vite sur un certain nombre de slides que vous connaissez sans doute. Voilà, vous voyez où se fait la croissance des villes. Ce sont des... Alors, je ne vois pas très bien, je n'ai pas pris les bonnes lunettes, pardonnez-moi. On va se débrouiller quand même. Vous voyez que la croissance des villes se fait très très largement en Asie et aujourd'hui en Afrique. J'allais dire d'une certaine façon, c'est très important de travailler sur nos villes européennes, mais le grand sujet de la planète, il n'est pas là. Hein. Le sujet de la planète, il est dans ces pays en développement. Ça pose un peu la question aussi peut-être de la position de l'ICIT et des forces qui sont ici rassemblées par rapport à ces enjeux-là, qui quand même aussi nous concernent. Bon, voilà, si on se place à l'horizon un peu lointain, vous voyez que l'essentiel de la croissance urbaine va se faire en Asie, hein, puisque
la population urbaine, je reviendrai sur la question de la définition de la population urbaine, elle va augmenter très très fortement, mais c'est principalement en Asie et en Afrique, mais en Afrique en delta, en pourcentage encore plus, mais en nombre absolu, ce sont les villes asiatiques qui vont absorber l'essentiel de la croissance de la population humaine dans les décennies qui viennent. Bon, ça je l'ai dit, j'insiste pas. On a aujourd'hui des transitions urbaines avec cette nouveauté vraiment à l'échelle de l'histoire de l'humanité que sont les mégavilles. Cette transition est extraordinairement rapide, vous voyez, il y a toujours des chiffres frappants comme ça, 10 Londres par an, quoi, c'est quand même pas rien, avec des temps de croissance qui sont tout à fait extraordinaires. C'est pour ça que je parlais d'une expérimentation à l'échelle de l'humanité et de la planète qui a pas, il faut bien le dire, par un certain nombre d'aspects qui peuvent paraître un peu angoissants. Parce qu'on n'a pas forcément ni les technologies, ni les institutions politiques pour gérer ce genre de croissance. Alors, ce n'est pas seulement du passé, ça c'est une carte que j'utilise souvent, que j'ai empruntée à Jacques Lévy, j'aurais dû mettre son nom, géographe bien connu, qui est déjà un peu ancienne, qui vous montre ce que c'est qu'aujourd'hui la réalité de l'économie mondiale. Vous savez, il y a l'économie selon l'ONU ou selon les statistiques internationales, où c'est divisé par pays, on représente le monde en 4 couleurs. Ça, c'est un peu la réalité des PIB mondiaux. Vous voyez qu'en fait, les grandes villes, ce que j'avais appelé déjà il y a assez longtemps l'archipel des grandes villes, concentrent une part considérable à la fois de la richesse, mais aussi de la pauvreté, en tout cas de la puissance technologique dans le monde. Alors, ça a changé depuis, ça c'est autour des années 2000, mais pas tant que ça, quoi. Donc vous voyez, il y a un grand bloc en Asie de l'Est qui s'est évidemment recentré vers la Chine, il y a le bloc européen et les 2 côtes américaines. Voilà, ça représente, si on prend ça marche plus. Si on prend les 10 premières régions urbaines, alors comment on estime, vous savez, c'est on prend les photos, on prend des photos satellites et puis on regarde la luminosité, on fait des corrélations. Bon, vous voyez, 6% de la population mondiale, 43% du PIB mondial et un quasi-monopole sur la technologie. Mais j'insiste sur le fait que ce n'est pas seulement les mégapoles, parce qu'on parle évidemment beaucoup des mégapoles, c'est aussi la croissance la plus forte d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pense souvent, dans les décennies à venir, elle devrait venir des villes qui sont plutôt entre 200 000 et 1 à 2 millions d'habitants, qui bourgeonnent aujourd'hui dans le monde. Là, je cite une étude qui est faite par le McKinsey Global Institute sur les 600 villes mondiales. Et vous voyez que ces 600 villes, première ville mondiale, elles rassemblaient elles vont passer de 22 à 25% de la population mondiale. Ça a l'air de rien, mais la population mondiale augmente beaucoup. Et puis à 60% du produit brut mondial. Je ne vais pas commenter en détail, mais vous voyez que la croissance en fait du PNB mondial, elle va se faire très largement sur ces villes qui sont ici en bleu pâle, en bleu intermédiaire sur ce graphique. Alors, il y a beaucoup d'études très macroéconomiques sur l'impact des villes sur l'économie mondiale. Ce graphique est quand même assez spectaculaire parce qu'il vous montre la corrélation forte qui existe entre la part de la population urbaine dans les différents pays. Alors là, c'est un échantillon très très large de pays dans le monde et la croissance du PIB par habitant. Vous voyez que la corrélation est quand même très, très frappante. Il y a évidemment des points singuliers, c'est mesuré tous les 5 ans. Et c'est sur la base de ce type de corrélation que la Banque mondiale, il y a quelques années, enfin, il y a maintenant pas mal d'années, mais enfin, a décidé de changer son fusil d'épaule, puisque la Banque mondiale s'était beaucoup
avait comme doctrine officielle de dire qu'il faut garder les gens à la campagne parce qu'il ne faut pas encourager une urbanisation trop rapide qui risque de poser des très gros problèmes. Ils ont complètement, sous l'influence de gens comme Krugman et d'autres, de la nouvelle économie géographique, complètement changé leur fusil d'épaule, encouragent aujourd'hui l'urbanisation en disant, au fond, l'urbanisation est quand même, malgré tous les problèmes qu'elle peut poser, source de croissance et en particulier donc l'urbanisation d'une certaine façon, elle participe à la réduction des inégalités mondiales. Je vais en dire un mot tout à l'heure. Il y a beaucoup, je vais juste l'évoquer, vous le savez, beaucoup de physiciens en particulier qui se sont intéressés aux questions urbaines en regardant s'il y avait des lois d'échelle. Alors là je cite Geoffrey West, il y a aussi Batty en Grande-Bretagne, et c'est quand même assez fascinant de voir que là aussi, quand on met les choses comme ça, très à plat, dans une méga moulinette, on s'aperçoit qu'il y a des lois d'échelle quand même qui sont assez remarquables. Et en particulier, il y a une supralinéarité, disons, quand on augmente la taille, quel que soit, vous voyez, c'est assez fascinant quand on regarde la richesse, le revenu par habitant, le nombre de brevets, le nombre, mais aussi le taux de crime, etc. Quand on double la taille, en gros, on augmente de 15% les différents ratios. Alors, West fait remarquer d'ailleurs que quand on double la taille d'un animal, l'efficience énergétique de l'animal est plutôt augmentée de 25%. Donc, ça amène à toutes sortes de discussions intéressantes sur le métabolisme urbain. C'est des études intéressantes, mais on ne sait pas trop après concrètement ce qu'on peut en faire, quoi, vous voyez, parce que finalement, on a derrière ça une boîte noire urbaine qui est que on constate ça. C'est quand même pas inintéressant de le constater, hein, mais on ne sait pas trop finalement d'où ça vient. Parce qu'en réalité, ce qu'on appelle les systèmes urbains, ils ont quand même cette caractéristique qu'ils sont très difficilement décomposables en sous-systèmes. Hein. L'ingénierie, elle sait bien travailler avec des systèmes qu'on sait décomposer. Les villes, ça ne marche pas vraiment. Hein. On a une espèce de grosse boîte noire et on constate des résultats globaux de ce type-là. J'accélère. Alors ça, ce slide va me valoir beaucoup de critiques, je pense, parce qu'évidemment, c'est hyper schématique. Est-ce que l'urbanisation accroît les émissions de gaz à effet de serre en Asie et en Afrique? Oui, surtout en réalité parce qu'elle s'accompagne d'une transformation, d'une marchandisation des modes de vie. Hein. Quand les Chinois passent de la campagne à la ville, ils vivent totalement autrement. Ce n'est pas la ville en elle-même. Hein. Chez nous, en fait, là, évidemment, c'est très schématique, mais quand vous savez que les villes sont quand même, et ça c'est vraiment bien prouvé, sont plus efficientes énergétiquement que les systèmes dispersés. Hein. Je me souviens d'un article qui disait Manhattan, le spot le plus vert du monde, hein. Même quand il n'y a que du béton, même si on enlève Central Park. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il ne faut rien faire sur la gestion énergétique des villes dans les pays développés, parce que c'est aussi là que se fait l'essentiel des émissions à cause de la part de l'urbanisation. Un point important, c'est quand même qu'en Chine, c'est vrai aussi pour d'autres pays, mais c'est vrai surtout pour la Chine, l'essentiel des émissions, elle ne vient pas des villes aujourd'hui, elle vient de l'industrie. Et donc, alors que chez nous, l'industrie est devenue relativement propre, il y a un énorme progrès à faire. J'ai quelques slides, mais je ne vais pas les commenter. Vous voyez que la part de l'industrie qui est en bleu, là, elle reste très, très majoritaire en Chine. Donc, quand on parle des villes chinoises, un des grands sujets dont on parle quand même moins, c'est aussi de rendre ces industries beaucoup plus efficientes. Quand on regarde l'impact sur les gaz à émissions, sur le réchauffement climatique, disons, pour simplifier, à l'échelle de la planète, et qu'on dit que tous ces systèmes de production ultra distribués, où on va faire fabriquer en Chine, ou on amène par des bateaux, le vrai problème, ce n'est pas les bateaux, parce que la consommation énergétique est en fait très faible. En plus, maintenant, elle devient propre, puisque vous avez peut-être vu que CGM a décidé de passer au gaz naturel liquéfié pour propulser ces méga conteneurs. Ça c'est une petite révolution. Hein. C'est très, très important, je pense, même pour l'histoire de la planète. Si ça se généralise, les ports sont en train de s'équiper pour ça. Ce n'est pas ça qui crée le problème. Le problème, c'est qu'on importe des produits qui, eux, ont une haute teneur en inefficacité énergétique. Un dernier slide peut-être sur cette partie très, très générale.
Et après, je vais venir à des choses peut-être plus concrètes pour vous. J'aime beaucoup ce slide qui a d'ailleurs beaucoup circulé, d'un auteur qui s'appelle Branko Milanovic, qui est en abscisse. Vous avez les déciles de population en répartition par niveau de revenu, hein, donc les plus pauvres à gauche et puis les plus riches à droite. Et puis en ordonnée, vous avez les gains de revenus en pourcentage sur la période 88-2008. Donc c'est une espèce de bilan global, on pourrait dire, de la mondialisation. Je ne sais pas si vous connaissez ce graphique-là, il a énormément circulé. Il est assez fascinant parce qu'il est mieux commenté là-dessus. Vous voyez, en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit un recul de la pauvreté. Et je pense que c'est largement lié à l'urbanisation, comme on l'a dit tout à l'heure. Paradoxalement, hein, quand vous voyez des trucs comme Lagos où vous dites comment ça fait reculer la pauvreté, bah si, ça fait reculer la pauvreté. Et puis au milieu, vous avez la poussée de la classe moyenne chinoise et indienne. Et puis les riches, les super riches qui deviennent de plus en plus riches, vous connaissez tous les travaux de Piketty et d'autres sur ce sujet-là. Et puis le petit creux qui est quand même, qui n'est pas en négatif, vous voyez, on est au-dessus de zéro quand même, mais on est bien en dessous des autres. Bah, c'est nous, quoi, c'est les classes, ils disent les classes populaires sur ce graphique, mais on pourrait dire les classes moyennes aussi et populaires. Des pays riches qui, eux, sont en situation de stagnation. Je pense que ce graphique explique beaucoup de choses dans le monde tel qu'on le connaît. Voilà. La métropolisation, alors je voulais poser un certain nombre de questions un peu générales qui concernent aussi les recherches qu'on peut mener, et puis en recentrant peut-être un peu plus sur notre situation à nous. Première question, la question des échelles. Quelle est la bonne échelle, au fond, pour traiter ces sujets-là? Alors, évidemment, la réponse, c'est toutes les échelles sont bonnes. Bon, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même essayer d'être un peu plus précis. Vous voyez que qu'est-ce que c'est qu'une ville aujourd'hui? Alors ça, est-ce que c'est un ensemble de villes ou est-ce que c'est une ville? C'est 66 millions d'habitants, c'est la rivière des Perles, hein, vous avez reconnu. 66 millions d'habitants, c'est l'Italie, c'est... Voilà. La ville, c'est ça, c'est pas Shenzhen hein, d'un côté, Canton de l'autre. On a des méga-urbanisations qui sont en train d'apparaître dans le monde, hein, que certains avaient pressenti depuis longtemps en parlant des mégalopoles, Gothman, etc. Voilà. Vous avez après toutes sortes d'expérimentations aujourd'hui qui se font à des échelles très variées. Alors, une des dernières, Google va faire son quartier expérimental à Toronto. Bill Gates a annoncé récemment qu'il veut construire une smart city dans le désert de l'Arizona, ce qui est quand même du point de vue écologique un peu problématique, à mon avis, vu le stress en eau, etc. Bon, mais vous voyez, les échelles d'expérimentation sont extrêmement différentes entre un quartier et puis j'ai mis en haut, je ne sais pas si vous avez suivi ça, alors c'est totalement mégalo, c'est le projet des Saoudiens qui consiste à faire une ville-pays sur 26 500 km². Voilà, quand même déjà une échelle confortable et qui serait dans le coin du désert saoudien. Je ne sais pas si vous voyez la limite, elle est en blanc, on la voit peut-être pas très bien sur le truc, mais c'est absolument, c'est la moitié du Sinaï, en fait, c'est de l'autre côté, mais de la mer Rouge. Et qui devrait être en principe la ville la plus agréable à vivre du monde. J'en suis pas tout à fait persuadé, mais on verra. Ils mettent en avant notamment le climat, hein, en disant que c'est un climat tempéré. Alors tout dépend de l'échelle qu'on prend. Bon, alors, vous savez, il y avait cette fameuse question de Mandelbrot qui était quelle est la longueur de la côte de Bretagne, hein. Alors, selon le Zoom, la côte de Bretagne, c'est des exemples basiques pour expliquer ce que c'est que les fractales. On pourrait aussi se demander combien y a-t-il d'urbain, en fait, hein. Alors, parce qu'on a, là je reviens à la France, on a une définition aujourd'hui de l'urbain par qu'est-ce qui est l'urbain, qu'est-ce qui n'est pas urbain. C'est une séparation assez nette. Pour l'INSEE, vous voyez, c'est strictement morphologique, hein. Au moins 2000 habitants où aucune habitation n'est séparée de la plus proche de 200 mètres. Donc on est dans une vision, je pense, profondément ringarde de ce que c'est que l'urbain, hein. Parce que c'est la densité physique, évidemment, dans cette période à la fois de mobilité
quotidienne ou pas quotidienne et de connectivité considérable, je pense que les 200 mètres ne sont peut-être pas la bonne façon. Alors, je ne jette pas la pierre à l'INSEE, parce qu'il faut un excellent travail, il faut bien se donner des définitions, mais quand même, on peut se poser la question de savoir si aujourd'hui, cette séparation qu'on continue à faire aussi dans nos têtes et dans nos études, dans nos façons, entre, disons, l'hypertrophie de l'importance attachée à la densité, la physique, morphologique, et peut-être à questionner. Parce que si on regarde aujourd'hui comment vivent les gens, comment se font les systèmes de mobilité, même l'accès aux services, on dit l'accès aux services, évidemment, vous avez quand vous allez au centre de Paris, vous avez un niveau de service plus élevé, mais les études de l'INSEE aussi vous montrent que, contrairement à ce qu'on dit souvent, l'accès aux services dans les zones peu denses aujourd'hui en France, à part évidemment certaines zones reculées de montagne, bon, bien sûr, il faut nuancer, mais disons dans la grande périphérie des grandes villes, elle n'est pas aussi différente et aussi catastrophique que ce qu'on dit souvent. En particulier pour les services privés, on pourrait développer un peu ce point-là. Alors ça amène certains, j'ai déjà cité Jacques Lévy, géographe, à dire qu'en fait il n'y a pratiquement plus que des urbains en France. C'est peut-être un peu exagéré, parce que bon, le monde rural, ça existe, mais il est sûr que quand vous prenez aujourd'hui les grandes périphéries urbaines, les zones métropolisées, on va dire, au-delà des métropoles, le mode de vie, beaucoup de caractères de fonctionnement. Bien sûr, la densité, ce n'est pas négligeable, c'est un paramètre, mais c'est un paramètre parmi d'autres. Et la convergence en particulier des modes de vie et des modes de consommation, etc., est quand même très spectaculaire. Voilà. Donc, pour revenir à la France, on a ce même processus de concentration de la croissance dans les métropoles qu'au niveau mondial, mais quand même avec, c'est pas juste une homothétie, avec des différences extrêmement fortes qui font que, évidemment, il y a une concentration. Ça, c'est sur la période récente depuis la crise de 2008. Et c'est assez surprenant quand même, d'une certaine façon, parce que normalement, les métropoles ressentent davantage les crises que les autres territoires. Là, c'est un peu le contraire. Les métropoles se sont renforcées à la faveur des crises. La très grande partie de la croissance de l'emploi s'est faite dans un certain nombre de grandes villes. Vous les reconnaissez aisément. Toulouse, Bordeaux, Nantes et Lyon sont le quartier gagnant, c'est comme ça qu'on dit. Bon, l'Île-de-France est un peu en stagnation, d'autres villes vont moins bien, mais c'est une métropolisation qui est très très différente de celle qu'on a à l'échelle mondiale, parce qu'entre ces villes et entre leurs territoires adjacents, il y a, comme je le disais à l'instant, toutes sortes de continuités qui font qu'on n'est pas du tout dans le modèle, par exemple, de ce qu'on voit. Prenons en Russie où tout se passe maintenant est concentré sur quelques très grandes villes et le reste est vraiment dans une situation d'anomie et de désertification assez catastrophique. Donc il y a une métropolisation distribuée, que j'appelle, avec des liens très forts. La métaphore du TGV qui sert de RER à cet ensemble-là, avec la différence que le TGV, malgré ses retards, fonctionne quand même nettement mieux que le RER. J'ai encore subi ce matin une demi-heure d'attente très très stressante, je peux vous dire, quand on sait qu'on est attendu entre la gare de Luxembourg, la gare de comment ça s'appelle après Luxembourg, Saint-Michel et Châtelet. Voilà, une demi-heure pour aller de Saint-Michel à Châtelet. Bon, mais ça, je ne jette pas la pierre à nos transporteurs parce que c'est un sujet très très difficile. J'accélère. Je vois Nicolas qui s'inquiète. Alors, comment ça marche? Voilà. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que, évidemment, la métropolisation, au-delà de ce que je viens de dire, la métropolisation est un élément très important et incontestable en France. Mais le dynamisme économique n'est pas à l'avantage des métropoles, l'apanage des métropoles. Le graphique, la carte tout à l'heure était une carte en valeur absolue. Si je vais vous montrer la même en taux de croissance, vous verriez que beaucoup de villes moyennes, contrairement à ce qu'on dit, font aussi bien, voire mieux que les métropoles. Le champion de la croissance d'emploi de 2008 à 2015, c'est Vitré, qui n'est pas vraiment une métropole. Vous avez aussi Figeac, qui n'est pas franchement sur les grands axes de circulation. À chaque fois, ce sont des histoires spécifiques, et c'est important de prendre ça en compte.
Voilà, ça c'est un zoom sur l'Ouest. C'est pas les ratios, hein, ça c'est les valeurs absolues. Si on montrait les ratios, ce serait encore plus frappant. Et puis, je reviens un peu à ce que je disais à l'instant. Je pense que là aujourd'hui, on a une définition des aires métropolitaines qui est trop étroite. Donc moi, je plaide beaucoup pour que dans nos recherches, on prenne davantage en compte un continuum territorial et qu'on arrête de se focaliser uniquement sur les villes. Les territoires adjacents, les territoires peu denses, aujourd'hui font partie du système urbain. Laurent Davzy, qui a travaillé pour Gérard Collomb à Lyon pour expliquer pourquoi la métropole de Lyon en fait entraînait son territoire et non pas n'était pas en situation de prédation comme les gens qui vivent dans les territoires périphériques ont parfois tendance à le dire, mais au contraire qu'il y avait une forte, alors je vais nuancer le mot redistribution. Il a trouvé qu'il y a 27% des emplois de la métropole de Lyon, qui est quand même un grand périmètre déjà, qui sont occupés par des hors métropolitains. Quand on calcule ce que ça représente en salaire versé, on s'aperçoit que c'est l'équivalent de la masse salariale de la Haute-Savoie. Alors à partir de là, on peut dire que Lyon redistribue sur ces territoires. Je pense que ce n'est pas le bon mot, parce que ces territoires apportent aussi leur force. Voilà. Il y a simplement, on peut dire que le territoire de la métropole est trop petit, que le vrai système métropolitain aujourd'hui, il inclut la plaine de l'Ain, il inclut d'une certaine façon Saint-Étienne, etc. Donc je plaide pour une... Et je pense même que la France, ça c'est un de mes dadas, je pense que la France, on pourrait la considérer comme une seule métropole. Quelques mots sur les territoires et les flux, je vais accélérer. La question, c'est qu'on est aujourd'hui extraordinairement, à cause de nos outils statistiques, à cause de nos données, on privilégie exagérément les stocks sur les flux, les lieux sur les liens. Voilà, parce que historiquement, alors dans la connaissance, puis la gouvernance politique, elle est totalement sur les stocks, quoi. Donc ça, c'est un petit sujet, puisque quand vous voyez aujourd'hui la façon dont les gens circulent, mon ami Jean Viard avait appelé ça la démocratie de la nuit ou la démocratie du sommeil. Finalement, vous votez là où vous dormez, mais vous ne votez pas là où vous travaillez et là où vous vivez vraiment, quoi. Donc c'est un vrai souci. Bon, je pourrais vous expliquer, par exemple, dans le cas de Saclay, comment ça impacte beaucoup de choses. Alors j'ai mis les grenouilles de Platon. Pourquoi? Parce que les grenouilles de Platon, ça c'est dans des dialogues de Platon, il comparait les cités grecques à des grenouilles autour d'une mare, Socrate. Mais l'idée, c'est à cette époque-là, si vous voulez, c'était des petits systèmes de production essentiellement ruraux, enfin agricoles, et chacun effectivement avait son identité et sa consistance propre. Et puis les échanges maritimes se faisaient entre. C'est-à-dire c'était le lieu qui était premier par rapport aux échanges. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce monde-là. Aujourd'hui, on a un monde où les échanges sont premiers par rapport au lieu, d'une certaine façon. On a inversé la polarité. Je n'ai pas le temps de parler de ça, hein, je pense. Non. Bien que ce soit extrêmement important. Non, mais en deux mots, c'est un très bel exemple que comment la connectivité en fait change en profondeur la géographie. On était dans un monde, pour ceux qui ont fait de l'économie géographique, connaissent ce fameux modèle de Vernon qui décrivait très bien la période des 30 Glorieuses, où au fond vous aviez le monde en couches, hein, ou en plaques. Vous aviez au centre les États-Unis, où pratiquement tous les nouveaux produits, tous les nouveaux procédés apparaissaient aux États-Unis. Vous vous souvenez du bouquin de Servan-Schreiber, Le défi américain, etc. Une fois que les process étaient mûrs et que les produits également étaient matures, eh bien, ça migrait vers l'Europe. Et puis après, vers les pays en développement, on avait 10 ans de décalage, hein, en gros. Si vous preniez la courbe d'adoption des frigos aux États-Unis et en Europe, vous aviez 10 ans de décalage. Ça, c'est un monde dont on est totalement sorti. Et aujourd'hui, on est dans un monde de pôles et de réseaux, où la production technologique, l'adoption des technologies, elle est synchrone sur l'ensemble du monde. Je prenais les nouvelles techniques, par exemple le CRISPR-Cas9 là, pour couper les molécules. Eh bien, c'est aujourd'hui utilisé dans tous les labos du monde. Hein. C'est comme une espèce d'épidémie mondiale extrêmement rapide. Et ça change énormément les choses. Mais le synchronisme, il s'accompagne d'un décalage croissant à l'intérieur des pays. C'est ça que je voulais montrer. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez l'exemple du Brésil. Le Brésil, l'industrie automobile brésilienne, elle était globalement, c'était d'ailleurs des entreprises européennes ou américaines, mais le niveau de productivité était plus bas, la technologie moins avancée, parce qu'on était dans des systèmes relativement fermés.
protectionnistes. Hein. Aujourd'hui, les usines brésiliennes, elles sont aussi avancées, voire plus. L'usine Renault de Tanger, elle est aussi avancée technologiquement, voire plus, parce que plus jeune que les nouvelles usines. Et donc, ça creuse à l'intérieur des pays des décalages énormes. Je cite ce chiffre sur lequel je suis tombé l'autre jour, où on voit que la production par tête à São Paulo est supérieure de 89% à la moyenne du Brésil. Mais ça, on n'a pas du tout ça, évidemment, en France. C'est pour ça que je dis la France, par rapport à ça, c'est une métropole. Les deux logiques du monde hautement connecté qu'on va retrouver partout, la logique des hubs et des écosystèmes. Les hubs, c'est facile, vous connaissez tous les hubs, c'est des mots d'ailleurs qui ont envahi le vocabulaire, une véritable épidémie. À gauche, c'est la carte des chemins de fer à la fin du siècle dernier. Vous voyez, c'est comme une carte routière aujourd'hui, comme une carte des nationales ou des départementales. Et puis le TGV, vous voyez tout de suite la différence, c'est que vous avez... D'un côté, vous avez un réseau où, si vous reportez le nombre de liens par nœud de réseau, eh bien vous avez une courbe en cloche. Hein, et puis, vous avez ces nouveaux réseaux qui sont les réseaux hub, où vous avez un certain nombre de nœuds qui concentrent beaucoup plus de liens que les autres. Et le phénomène général, c'est ce qu'on... En théorie des réseaux, on appelle ça des réseaux scale-free. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, et puis d'ailleurs, je ne suis pas forcément compétent. Mais vous voyez la différence. Et une des caractéristiques, évidemment, de la connectivité, de la fluidité des échanges, c'est de multiplier les situations du deuxième type, c'est-à-dire des hubs partout, d'ailleurs, souvent en cascade, les uns par rapport aux autres. La messagerie postale. On peut parler aussi des hubs intellectuels, je n'ai pas le temps. Ça, c'est une image... topologique, pas topographique évidemment, de l'Internet, où vous voyez aussi comment vous avez des hubs. Ça, c'est l'Internet physique. Si on fait sur le web, c'est-à-dire la connexion, on a la même chose. On a, de manière assez fractale d'ailleurs, des sites qui ont beaucoup plus de connexions que d'autres. J'insiste un peu là-dessus parce que c'est absolument fondamental dans le monde moderne. On ne comprend rien si on ne comprend pas ça. Bon, je passe, même chose en biologie. Tout n'est pas hub. On a parlé des matériaux à la ville. Les matériaux ne sont pas des réseaux scale-free. Les matériaux sont très souvent de type cristallin. Voilà. Les écosystèmes, je passe, vous savez tous, on en parle sans arrêt. Hub plus écosystème égale métropole. Bon. La menace, c'est l'hyperpolarisation. Beaucoup moins, je pense, en France, parce qu'on a tous ces systèmes de redistribution, mais à l'échelle mondiale, on a une hyperpolarisation considérable, et c'est ce qu'on appelle les marchés winner take all. J'ai pris l'exemple d'Émile Zola, qui est le premier écrivain français à être devenu riche, passagèrement d'ailleurs, parce qu'il dépensait beaucoup aussi, et à bien vivre de sa plume. À l'époque, il gagnait une somme raisonnable, et à droite, vous avez l'autrice, dont j'ai oublié le nom, de Harry Potter, voilà, et vous pouvez faire ça pour les stars du foot, etc. Ça commence pour les profs, les profs de gestion américains, etc. C'est pas encore venu en France, mais espérons que ça viendra pas trop vite quand même. Voilà. Et le numérique, donc en fait, contrairement à ce qu'on pense, c'est une incroyable machine à concentrer la valeur et surtout au bénéfice des États-Unis. Pour conclure. Je vais peut-être m'arrêter là parce que j'ai été beaucoup trop long. Peut-être quand même 2 slides pour vous dire qu'on n'a pas fini d'être dans un monde matériel. Ça, c'est ce que possède un Américain moyen quand il le met sur sa pelouse. Un photographe qui a fait une série de clichés comme ça dans le monde. Ça, c'est la même chose au Mali. Vous voyez, avant qu'on explique aux Maliens qu'il faut qu'ils soient sobres et qu'ils ne tirent pas sur la consommation, ça va être difficile quand même. Et donc, les gens qui vous disent qu'on est rentré dans un monde immatériel sont juste à côté de la plaque. Le problème, au contraire, c'est que la production matérielle est en train de s'emballer complètement au point de tirer non seulement sur les ressources énergétiques, sujet dont on parle beaucoup, mais aussi aujourd'hui de plus en plus sur les ressources minérales de la planète, qui est un sujet dont on parle beaucoup moins. On dématérialise localement, mais après, il y a M. Jevons qui passe par là. Et comme chaque fois, on en met moins dans un objet, mais on en consomme beaucoup plus. Ça, c'est tiré du blog de Bill Gates, qui vous montre comment l'économie des canettes d'aluminium. Voilà.
2 mots sur le poste, ce que j'appelle moi le monde hyper-industriel. On est passé dans un monde où industrie, services et numérique sont de plus en plus fusionnés. L'industrie devient service. Dans votre domaine, on parle de mobilité, de services, etc. Ça, c'est quand même quelque chose qui est en train... C'est encore loin d'être fait. Il va falloir des décennies, je pense, avant d'arriver à un vrai basculement, mais c'est quand même en train de se faire. L'industrie en France est beaucoup plus importante que ce qu'on dit, parce qu'on a le mauvais goût de jamais compter les utilities. Donc, je ne sais pas pourquoi on ne compte pas Veolia, Engie, etc. Si on compare un peu plus, de manière un peu plus juste, notre différence avec l'Allemagne est beaucoup moins forte que ce qu'on croit. Les nouveaux produits-services, et je m'arrêterai peut-être là-dessus, parce que j'ai déjà débordé, je pense qu'on va avoir une double évolution. On va passer de ce que j'appelle les objets salon, garage, cuisine, qui ont été un peu le moteur des 30 Glorieuses, la bagnole, les objets, tous les objets que vous aviez sur la première photo de tout à l'heure. Ça, on va saturer, en tout cas chez nous, pas dans le reste du monde. À des choses qui vont être beaucoup plus centrées sur l'individu d'un côté, la santé, le loisir, l'individu connecté, monitoré, etc., les prothèses, tout ce que vous voulez. Et puis des industries de système. Et je pense que c'est là que c'est très intéressant, c'est qu'on voit bien monter aujourd'hui des nouveaux produits-services systémiques sur l'énergie, l'alimentation, la mobilité. Et là, évidemment, c'est un champ fantastique pour nos entreprises. On a de très beaux ensembliers en France. Une partie d'entre eux, surtout, travaillent pour des industries comme la défense, parce qu'il y a des maîtres d'ouvrage bien identifiés et uniques. Pour le monde urbain, c'est beaucoup plus difficile parce que la maîtrise d'ouvrage est éclatée, elle n'est pas constituée. Mais évidemment, là, il y a un enjeu fantastique. Et donc, je pense que la réinvention de la ville et la gestion durable des territoires va être au cœur de la nouvelle économie. Pardonnez-moi d'avoir été franchement trop long, je crois, mais ça va amputer un peu notre débat à deux, mais pas le débat suivant, j'espère. Merci beaucoup.